va accueillir, parce qu'on essaye de pas trop perdre de temps, on va accueillir la prochaine porte-parole, donc, qui est Delphine Batho, qui est la représentante de Yannick Jadot, qui est députée et présidente de la Génération Écologie, ancienne ministre de l'écologie et aujourd'hui porte-parole de la campagne de Yannick Jadot. Delphine Batho, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Je pose encore la même question, première sur Twitch? Non, pas du tout. Mais on a fait tout le débat sans filtre de la loi climat quand les députés écologistes ont été privés de temps de parole dans l'hémicycle sur la loi climat, ce qui était quand même très très extravagant. Donc il y avait eu les propositions de la Convention citoyenne, les 1001 filtres pour bloquer ces propositions dans le projet de loi, et en plus au débat au Parlement on était privés de temps de parole, donc on a fait le débat sur Twitch. Et ça avait cartonné. Yannick Jadot a une chaîne Twitch. Yannick Jadot est streamer. Yannick Jadot a une chaîne Twitch. Les deux streamers, les 12 candidats, sur les 12, il y en a 2 qui sont streamers, c'est Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Jean-Luc Mélenchon qui a gagné la bataille de Twitch, qui est très très fort. Il a commencé en avance. Ouais, il a commencé il y a longtemps. Il avait vu il a eu le nez creux. Merci en tout cas Delphine Batho d'avoir accepté la proposition du CR et de People et du MECO. On va commencer du coup par ce qu'on avait fait avec Anthony Cellier, c'est les 3 points programme sur le renouvelable que propose votre candidat que vous représentez aujourd'hui. C'est parti, les 3 points de programme de Delphine Batho. C'est à vous de... Non, parce que on a investi dans du jingle. Du coup, je vous laisse nous donner les 3 points les plus importants selon vous sur le renouvelable que propose Yannick Jadot. Le premier point, c'est que c'est une urgence absolue. On est en train de vivre un choc énergétique absolument dramatique pour le pouvoir d'achat, qui prouve aussi ce que disent les écologistes depuis des décennies, en fait. C'est-à-dire que les énergies fossiles sont des énergies de guerre, qu'elles induisent une dépendance géostratégique à l'égard de dictatures. Donc il faut en sortir à toute vitesse, et nous sommes dans un contexte d'urgence climatique dramatique. Donc nous, on a 3 priorités. La première, ce sont les économies d'énergie, parce que à court terme, les plus gros gains en fait sont là pour le pouvoir d'achat, et c'est bon pour l'économie française. Le deuxième, c'est de sortir à toute vitesse des énergies fossiles, et donc de développer massivement les énergies renouvelables. On est dans une situation où la France n'a pas tenu ses objectifs. On est j'allais dire la lanterne rouge. Enfin, on est le pays européen qui n'a pas tenu ses objectifs en matière d'énergie renouvelable. Nous voulons les développer massivement. Les énergies renouvelables électriques, donc l'éolien, le photovoltaïque, mais aussi la chaleur renouvelable. Et ce qui se passe actuellement, notamment sur la question du gaz, des prix du gaz, des importations de gaz, notamment russes, montre à quel point, en fait, on est aujourd'hui dans le débat public français dans du énergie renouvelable bashing à longueur de temps, avec un débat sur l'énergie qui est complètement absorbé par un débat sur le nucléaire qui en fait occulte les autres sujets. Et dans une situation où on a pris du retard non seulement sur l'éolien, sur le photovoltaïque, mais aussi sur la chaleur renouvelable. Et nous proposons de tripler ce qu'on appelle le fonds chaleur, de le porter à 1 milliard d'euros par an pour investir dans la chaleur renouvelable. Sur l'éolien, nous proposons en particulier en fait d'augmenter la puissance des installations existantes, outre le développement d'un certain nombre de nouveaux projets, 3000 éoliennes supplémentaires. Et sur le photovoltaïque, nous voulons en fait rendre obligatoire l'installation de panneaux photovoltaïques sur les grandes surfaces de toiture, par exemple de supermarchés, les ombrières sur parking. Donc en fait, on est dans un développement de ces énergies renouvelables qui respectent les paysages, qui n'entretient pas une logique de concurrence d'usage des sols, et c'est tout à fait possible de le faire, et que la nation investisse massivement dans le renouvelable. Notre vision d'avenir, c'est une France 100% renouvelable. Ok. Moi, j'avais une question sur cette ambition très forte que porte Yannick Jadot avec un objectif de 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050. Si on prend le rapport RTE dont on parle souvent dans cette émission, il dit que pour atteindre cet objectif, c'est possible, mais il faudra un développement plus rapide que dans les pays européens qui sont déjà les plus actifs sur les renouvelables aujourd'hui. Alors qu'actuellement en France, on est en retard, comme on le disait. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est possible ? Et si oui, en conservant notre consommation actuelle d'énergie et nos modes de vie actuels ? Alors, notre consommation d'énergie, elle doit diminuer. Okay. La croissance infinie de la consommation d'énergie, il n'y a aucun scénario
qui atteignent cette logique qui est une logique de gabegie. Donc vraiment, la première priorité, c'est la sobriété, c'est d'investir dans les économies d'énergie et c'est de mettre fin à des choses absurdes mais qui en disent long sur notre rapport à l'énergie. On peut prendre l'exemple des panneaux publicitaires numériques qui envahissent actuellement les villes, les gares. C'est, si vous voulez, le symbole même du gâchis énergétique sans aucune conscience en fait des impacts climatiques, des impacts environnementaux et des impacts énergétiques. Donc en fait, ça, c'est le rapport culturel à l'énergie doit changer, c'est extrêmement clair. Donc c'est la première chose. La deuxième, c'est que le scénario 100% renouvelable, il est totalement réaliste à condition d'investir, à condition d'avoir un scénario clair. Et le scénario qui n'est pas réaliste, c'est celui que défend Emmanuel Macron, de lancer un nouveau parc nucléaire en France sur un modèle de réacteur qui n'existe pas, le PR2, alors que le PR1 ne produit toujours pas d'électricité. Ouais. Il ne produit toujours pas d'électricité, il a 10 ans de retard, son coût a été multiplié par 5 ou 6, et nous raconter, si vous voulez, que pour 2045, ce serait la solution, alors qu'en fait, on doit agir par rapport à l'état d'urgence climatique entre maintenant et 2030, c'est pas sérieux. Le prochain quinquennat ne sera même pas en situation, à supposer que le modèle de réacteur existe, le prochain quinquennat ne sera même pas en situation de signer les décrets d'autorisation. Donc ça, si vous voulez, c'est en fait, c'est un plan qui est en réalité fumeux, qui n'est pas pragmatique, qui n'est pas réaliste. Nous sommes réalistes. Sur le nucléaire existant, nous disons que dans le prochain quinquennat, nous ne fermerons pas de réacteurs. Donc nos priorités, c'est les économies d'énergie, les renouvelables, et la diminution du nucléaire viendra ensuite. Mais lancer la France dans un nouveau parc nucléaire n'est absolument pas un scénario ni réaliste, ni compétitif économiquement. Et quand on voit un dictateur tirer des bombes sur des centrales nucléaires existantes, on se dit qu'il y a aussi des enjeux de sûreté, de sécurité qu'il faut prendre en compte. Pour rappel, tout ce que vous dit Delphine Batho, c'est qu'un EPR qui est toujours en projet n'a toujours pas vu le jour. On parle de Flamanville. C'est ça, on parle de Flamanville. Oui. Juste pour restituer, et que du coup, le gouvernement, enfin Anthony Sélier et le président Macron actuel proposent d'en créer de nouveaux alors qu'on n'a pas vu le premier. C'est ça, voilà. Juste pour restituer un petit peu ce que vous dites. Merci. Il y a une question aussi qui est intéressante, c'est est-ce que du coup, donc vous avez répondu sur la question de Raphaël sur le mode de vie, donc il faudra baisser la consommation d'électricité. Est-ce que vous pensez vraiment d'énergie. D'énergie. Il y aura une part de transfert sur l'électricité. Oui. Et vous prenez une sortie nucléaire d'ici 20 à 25 ans. Est-ce que c'est vraiment possible d'assurer cette indépendance sans la filière nucléaire, sans la dépense d'énergie? C'est-à-dire, sachant qu'on permet, aujourd'hui, le nucléaire, c'est 70% de 70% de notre 67% de la consommation. Comment vous comptez faire pour garder cette indépendance-là, sachant que vous allez au prochain mandat, si jamais vous le dites, donc prochain mandat, vous ne voulez pas arrêter le nucléaire? Non. Pour garder justement la consommation? On est vraiment dans une logique qui est une logique réaliste et pragmatique. D'abord, il ne peut pas y avoir de questionnement sur la sécurité d'approvisionnement en électricité de la France. La trop grande dépendance de la France au nucléaire pour son électricité est une vulnérabilité que nous vivons en ce moment même. La hausse des prix de l'électricité, c'est notamment, pas que, mais c'est notamment parce que nous avons 25% du parc nucléaire à l'arrêt, et notamment 5 réacteurs pour des raisons de sûreté. Donc, mettre tous les œufs dans le même panier, c'est pas résilient, en fait. C'est pas sécure pour l'avenir. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pardon, mais le nucléaire, c'est pas l'indépendance énergétique de la France. Le nucléaire dépend de l'uranium qui est importé du Niger ou du Kazakhstan. Le Kazakhstan est un pays dans lequel il y a eu, par exemple, une révolte sur la hausse des prix de l'énergie il y a pas très longtemps. Et par qui a-t-elle été réprimée? Par Vladimir Poutine. Donc, en fait, la question aujourd'hui face à ce qui se passe avec l'Ukraine et à notre dépendance aux énergies fossiles n'est pas de passer d'une dépendance à une autre. C'est de dépendre de nous-mêmes, de dépendre du vent, du soleil, de la géothermie, de la biomasse, des calories qui sont dans le sous-sol avec la géothermie, je l'ai mentionné, des énergies de la mer. Et de ce point de vue-là, ce qu'on appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie, elle est passée à côté de gisements importants d'énergie renouvelable, sur le gaz renouvelable, c'est quand même un sujet d'actualité, sur les énergies marines. Et donc nous voulons avoir une approche globale qui est celle de la vraie indépendance énergétique de la France. Et une question sur ça, juste pour terminer sur cette partie-là, sur votre plan de déploiement des énergies renouvelables, il y a un gros sujet en France qui est l'acceptabilité en fait de la construction des grands parcs solaires, des grands parcs offshore. Comment est-ce qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut déployer l'éolien aussi, il y a un sujet sur l'éolien. L'éolien, très gros. On est tous d'accord pour dire qu'il faut déployer des énergies renouvelables
renouvelables pour atteindre la neutralité carbone. Comment est-ce que vous prévoyez de le faire pour que les citoyens soient d'accord en fait avec ça? Eh bien, en adoptant dans la loi tous les amendements que j'ai proposés, que le gouvernement actuel a refusés. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle l'acceptabilité, c'est l'attachement des Françaises et des Français à leur cadre de vie. C'est ça. Et donc, il faut les écouter. Et il faut prendre en compte ce qu'ils disent. Et il faut prendre en compte la biodiversité. Et c'est tout à fait possible de le faire. Je connais très très bien le sujet puisque j'ai eu un problème de saturation sur l'éolien terrestre dans les Deux-Sèvres dont je suis élue. Toutes les éoliennes de Nouvelle-Aquitaine ne peuvent pas être dans le sud des Deux-Sèvres. Donc il y a une question aujourd'hui qui est une question d'équité territoriale. Deuxième chose, je l'ai dit pour le solaire, nous sommes contre le solaire sur les espaces agricoles et les espaces naturels. On propose 300 km² de solaire supplémentaire dans le quinquennat. Croyez-moi qu'avec tous les entrepôts, les centres commerciaux, les parkings, etc. que nous avons en France, il y a vraiment largement de quoi faire sans artificialiser des sols et sans avoir de concurrence d'usage. Donc ces questions-là doivent être prises en considération et surtout, ce que nous voulons, c'est un développement citoyen des énergies renouvelables. Nous voulons que 15% des Françaises et des Français soient coopérateurs de projets d'énergie renouvelable citoyenne et il y aura des aides de l'État pour les ménages modestes pour pouvoir devenir coopérateurs. On doit en fait avoir une mobilisation citoyenne autour de la conquête de cette autonomie, de cette indépendance énergétique. Merci beaucoup Delphine Batho. On va passer du coup à, je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais vous allez réagir à une une de presse et okay. Vous dire à quoi ça vous fait penser en 1 minute. C'est parti pour la brève de presse. La brève de presse et vous allez voir un peu sur quel sort vous mènera la fatigue. La phrase n'est pas finie. Super. C'est parti. Du coup, vous tombez sur l'Europe peut-elle se passer du gaz russe? Donc, on ne va pas remettre dans le contexte, mais il y a une guerre actuellement entre la Russie et l'Ukraine et la majorité du gaz russe est exporté pour les pays européens pour réchauffer nos foyers, mais aussi nos industries. Quelle est la réponse à cette une? Alors, non seulement oui, elle peut, mais elle doit le faire tout de suite. Elle est en mesure de le faire tout de suite. Elle est en mesure de le faire tout de suite. Nous sommes avec Yannick Jadot pour un embargo sur le gaz russe immédiat, pour un soutien clair et total à la résistance ukrainienne qui passe par justement l'arrêt des importations actuelles de gaz russe, qui passe par la mise en place de ce qu'on appelle un acheteur européen unique pour mutualiser en fait la sécurité d'approvisionnement. On a de quoi tenir aujourd'hui jusqu'à l'hiver prochain. Donc c'est tout à fait faisable de le faire. Et là aussi, il y a un problème. Si vous voulez, aujourd'hui, l'Union européenne et la France, elles disent on va continuer à importer du gaz russe jusqu'en 2027. Et au lieu de se dire qu'il faut à toute vitesse investir dans les alternatives, l'approche qui prévaut aujourd'hui, c'est simplement de se poser la question du changement de fournisseur. Autrement dit, de passer de la dépendance au gaz russe de Poutine au gaz de schiste américain dont le bilan carbone est le double. Ce qui est une catastrophe pour le climat. C'est pas ce que nous proposons. Est-ce qu'on peut aller assez rapidement pour, dès l'hiver prochain, avoir remplacé en fait ce gaz russe par les alternatives? Oui. Et je voudrais dénoncer quelque chose. C'est que l'année dernière en France, on a encore installé 315 000 chaudières à gaz et qu'une partie d'entre elles a bénéficié d'un bonus écologique dans le cadre de MaPrimeRénov' et que ce sont chez les ménages les plus modestes de France aujourd'hui qu'avec MaPrimeRénov' on remet des chaudières à gaz. Autrement dit, on met les gens dans une prison de la dépendance aux énergies fossiles sous prétexte, sous couvert avec des aides écologiques en plus. Donc nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut un plan national de mobilisation générale où on va changer les chaudières des gens et on met des énergies renouvelables, on met des pompes à chaleur, etc., etc. Et en fait, il faut une mobilisation nationale. Évidemment, si on est en gardant les dispositifs tels qu'ils sont aujourd'hui et qui marchent pas, ce n'est pas possible. Mais s'il y a une mobilisation nationale de toutes les entreprises, tous les opérateurs, tous les artisans, c'est tout à fait possible de le faire. Super. Je regardais aussi, vous proposez aussi de fournir à 6 millions de ménages français un chèque énergie de 400 oui, €. Tout à fait. À ce que vous dites. Ok, on va passer à les 400 € c'est par rapport aux impacts sur le pouvoir d'achat. Oui. Voilà. Sur les travaux d'économie d'énergie et d'énergie renouvelable, nous voulons qu'ils soient pris en charge à 100% pour les ménages modestes et très modestes. Ok, on va passer du coup à quelque chose que vous n'aimez pas. En fait, j'adore faire ce truc. C'est le jeu du oui-non. C'est parti pour je le jeu. Je remets les lunettes non. parce que je suis myope.
sais que vous savez lire aussi, je refais les mêmes phrases. Coupez-vous les mêmes blagues. Oui. Coupez-vous les subventions aux entreprises françaises pour financer des projets d'énergie fossile à l'international. Alors non seulement nous le faisons. Oui, non, même avec Delphine Bateau aussi. Alors oui. D'accord. Est-ce que vous voulez un complément d'information? La règle est la même pour tous, c'est le jeu du oui non. Je l'ai fait voter à l'Assemblée nationale, le gouvernement est revenu dessus. Voilà. Et toujours pas. Et le gouvernement actuel a mis 9 milliards d'euros dans les aides à l'exportation pour l'exploitation des énergies fossiles à l'international. Ok. Prochaine question. Mettez-vous en place un fonds social pour le climat de 5 milliards d'euros par an afin d'aider les gens à changer leur mode de chauffage ou de transport, comme proposé par le syndicat des énergies renouvelables? Non, parce que nous mettons 10 milliards d'euros par an. C'est une réponse. Donc, oui. C'est toujours pas le oui-non. Hein. Construisez-vous des nouveaux réacteurs nucléaires? Non. Là, la réponse. Comptez-vous doubler la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique d'ici 2030? Oui. Soutenez-vous la construction de nouveaux parcs éoliens offshore? Oui, des projets prévus. Poursuivez-vous le développement de l'éolien terrestre? Oui, de manière raisonnable. Êtes-vous d'accord pour dire qu'il faut développer le gaz vert pour remplacer les importations de gaz en provenance de la Russie? Oui. Oui. Êtes-vous prêt? Je sais, mais là, du coup, j'étais dedans. Êtes-vous prêt à vous engager à augmenter le nombre de fonctionnaires pour permettre d'accélérer à la réalisation des projets d'énergie renouvelable? Oui, je donne une précision. 15 000 agents ont été supprimés au ministère de l'écologie au cours des années qui viennent de s'écouler. Et donc, en fait, aujourd'hui, ce qui est parfois décrit comme une lenteur d'examen, des projets, etc., est directement aussi une conséquence de cette situation, dont je rappelle qu'elle m'avait valu d'être renvoyée du gouvernement pour l'avoir dénoncé. Prochaine question, vous engagez-vous à soumettre toutes vos politiques publiques avant leur adoption à une évaluation de leur impact sur le climat? Totalement oui, c'est ce qu'on appelle la règle d'or climatique dans le projet de Yannick Jadot. Super, je ne me fais pas avoir, c'est une boucle, c'est fini. On va finir sur le temps additionnel, vous avez du coup 3 minutes pour parler avec Delphine Bateau, vous lui posez toutes les questions que vous voulez, ma caméra est là et ça c'est un écran. Du coup c'est parti pour le jeu du temps additionnel. Alors, ici, il y a des questions. Il y a toujours des gens qui font des grands paragraphes. Ouais, essayez d'être concis dans les questions quand même. On va commencer ici, parce qu'il y en avait avant. On commence par le chat PSV. Alors, comment fait-on pour assurer la transition énergétique dans les campagnes? Comment se déplacer demain en milieu rural sans dépendre de la voiture? En milieu rural, on aura toujours besoin de voitures. Donc, il y a évidemment la question de à quelle énergie fonctionne cette voiture. Donc, entre l'électrique, le gaz renouvelable, peut-être un futur sur l'hydrogène, mais à condition qu'il soit décarboné. La solution d'urgence, en fait, pour les territoires ruraux, c'est le covoiturage. Et je rencontrais hier un entrepreneur qui développe un système de covoiturage qui est absolument génial. Voilà, donc l'immédiateté pour la ruralité, c'est le covoiturage. En ce qui concerne, parce qu'il y a une autre dimension de la question, c'est comment assurer la transition énergétique dans les campagnes. En fait, on a un potentiel énorme. Ce que je décrivais sur l'éco-citoyenneté, sur les projets citoyens, il y a une vraie dynamique. Aujourd'hui, en tout cas, il y a une envie dans les territoires ruraux. Et si je reprends l'exemple du covoiturage, qu'est-ce qu'il me disait cet entrepreneur? C'est qu'aujourd'hui, il y a zéro aide. Vous êtes une communauté de communes dans un territoire rural, vous voulez mettre en place le super système de covoiturage qui fait des gains de pouvoir d'achat énormes aux gens. Eh bien, vous n'avez pas d'aide de l'État pour déployer le dispositif. Donc, il faut accompagner les territoires et la transition énergétique. On la réussira par le bas, pas que par des décisions de l'État, mais on la réussira par le bas en donnant des moyens d'action au territoire. Tout le monde. Ici. Si je comprends bien le programme de Jadot pour l'éolien en mer, il propose juste de construire ce qui est déjà prévu. C'est bizarre pour un écolo, il y croit moins que Macron. Écoutez, Macron, il annonce plein de trucs à 2050 et en fait, lui, comme les gouvernements précédents, son prédécesseur, son anté-prédécesseur, sont les grands spécialistes de l'énoncé d'objectifs qui ne sont pas tenus. Donc nous sommes réalistes et réussir les parcs éoliens qui ont été annoncés sera déjà une performance au regard de la lenteur de déploiement des projets qui étaient prévus, c'est 7 d'ici 2028. Et nous voulons mettre le paquet sur l'éolien flottant.
Il y a, je crois, 4 projets en cours de démonstration et nous voulons aussi arrêter la lenteur française dans le domaine des énergies marines, qui est un autre sujet, mais qui est aussi extrêmement important, où il faut passer à l'étape des démonstrateurs. On le disait déjà juste il y a 10 ans, quand j'étais ministre de l'énergie, il en était déjà question et je constate que ça n'a pas quand même énormément avancé, alors qu'il y a une potentialité, une filière française, parce que ce que nous voulons, nous appelons ça le patriotisme écologique, nous voulons une industrie française du renouvelable qui soit forte et compétente. Je vous pose une dernière question sur le méthane, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Comment assurer que les méthaniseurs auront assez de déchets pour développer le gaz vert? En faisant pas n'importe quoi, en faisant du méthaniseur avec implication des élevages, des agriculteurs et à une échelle de territoire qui soit une échelle raisonnable et pragmatique par rapport à l'approvisionnement du méthaniseur. Nous sommes contre qu'on développe en France les dérives qu'on a vues en Allemagne avec des cultures agricoles qui serait que destiné à la méthanisation. Vraiment, la méthanisation, c'est pour valoriser les sous-produits de l'agriculture, pas le produit principal. Ok, merci beaucoup. Merci. Vous avez dépassé un peu le temps, j'ai pas regardé. Merci beaucoup Delphine Bateau d'avoir accepté notre proposition. Je vous laisse. Merci, bonne journée. Bon courage pour la campagne.